Près de 20 ans après les attaques du 11 septembre et la campagne militaire menée par les États-Unis qui les avait délogés du pouvoir, les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan en août 2021. Et alors que le cours du monde a repris sa routine, fait d'autres crises et d'autres guerres, vous êtes retourné en Afghanistan du 18 au 31 janvier 2022. Bonjour Rachida El Azzouzi. Bonjour. Tu es donc journaliste au pôle international de Mediapart. Et bonjour Mortaza Merhoudi, tu es journaliste indépendant. Du coup, je rappelle pour vous derrière vos écrans que vous pouvez poser toutes vos questions sur mediapart.fr, donc à droite de la vidéo si vous êtes sur un écran d'ordinateur et en dessous si vous êtes sur un téléphone. Et si vous nous regardez sur YouTube, venez directement sur mediapart.fr, c'est ici que ça se passe. D'abord et avant toute chose, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter et surtout nous raconter quelle est votre relation, quel a été le rôle qu'a joué notamment Mortaza dans votre collaboration? J'ai contacté Mortaza assez vite après la prise de pouvoir des talibans parce que je suivais son travail, je le suivais également sur les réseaux sociaux. Mortaza, tu l'as pas encore dit, mais Mortaza est franco-afghan et donc il travaillait déjà pour France Télévisions. Il était journaliste, mais aussi fixeur, traducteur pour les équipes du 20h. Et je me disais que ce serait super qu'on monte un projet ensemble pour aller raconter l'Afghanistan sous le joug des talibans. Et puis, une démarche que j'avais déjà entamée l'année dernière lorsque je me suis intéressée à l'Irak, qui était de s'intéresser à des pays ravagés par des décennies de guerre, raconter l'après-guerre, parce qu'on est souvent là à raconter la guerre. On essaie d'être là sur le front, ce qui est évidemment très important et fondamental, mais parfois une actualité chasse l'autre, tu l'as dit en introduction, et on oublie l'après-guerre. Et 40 ans de guerre, ça cause des ravages considérables. Ça anéantit beaucoup de choses, sur tous les plans, que ce soit en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de droits humains. Et pour moi, c'était vraiment fondamental de s'intéresser à ce pays comme on s'était intéressé à l'Irak, où je me suis rendue, et l'idée était de raconter comment tout un peuple, particulièrement les femmes et les enfants, avaient été sacrifiés. Et c'est la même démarche qui m'a guidée avec l'Afghanistan. Et Mortaza a tout de suite été très emballé. Et à partir de là, on a monté ce projet parce que ça s'improvise pas. Il y a une préparation, il y a aussi une logistique. Ça reste une zone de risque, une zone de conflit. Même si aujourd'hui les talibans, paradoxalement, ont ramené la paix. C'est quelque chose de très important aujourd'hui pour la population afghane, qui explique aussi pourquoi, notamment, ils ont pris Kaboul sans combat. C'est que on en a ras-le-bol. 40 ans de guerre, c'est énorme. C'est énorme sur les individus et on veut la sécurité. Et les talibans, ils apportent ça. Aujourd'hui, les talibans ne sont plus au carrefour des routes ou des villes à provoquer des attentats suicides. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Alors, il reste évidemment de nombreuses menaces aujourd'hui encore en Afghanistan, notamment la menace de l'État islamique du Khorasan, qui est le Daesh, la branche afghane de Daesh. Il y a d'autres menaces aussi auxquelles on a pu même être confronté avec Mortaza. Mais donc c'est à partir de là qu'on a fait on est parti pour faire ce reportage. Et c'est vraiment l'histoire aussi d'un binôme, quoi. C'est d'abord deux journalistes et puis tout le talent de fixing et de traduction de Mortaza. Peut-être expliquer un peu ce que c'est que fixeur, parce que c'est pas c'est un rôle fondamental, essentiel que Mortaza peut expliquer. Alors, comme en ce moment, on voit ça un peu partout en Afghanistan pendant plus de 6 mois, il y a beaucoup de fixeurs afghans et les journalistes afghans qui sont devenus en fait des fixeurs et aidant les journalistes occidentaux, les journalistes français sur place, qui sont toujours d'ailleurs en Afghanistan bloqués, enfermés. Et aujourd'hui, on voit aussi des fixeurs, des journalistes ukrainiens qui aident aussi les journalistes occidentaux en Ukraine qu'on ne parle jamais d'eux. Les fixeurs, des gens qui trouvent en fait des sujets, le sujet à travailler sur traduction, qui reçoit aussi parfois des menaces des terroristes. Moi-même, j'étais menacé plusieurs fois par les talibans et il me prend dans une chambre et me dit alors toi tu restes en Afghanistan, mais ils parlent les journalistes occidentaux.
Donc voilà, on a ce genre de menaces. Parfois, ils nous demandent aussi, en envoyant des messages, les talibans, ou alors la prochaine fois que tu viennes en Afghanistan, tu nous emmènes un portable, sinon voilà, ça va pas. Ou ils nous demandent, alors il faut nous évacuer aussi, on a quelqu'un, il nous faut un visa. Taliban, un chef taliban qui demande, bah moi je veux bien voir la France, il me faut un visa. Donc on dit quoi? Donc c'est très difficile. D'un côté, le rôle d'un fixeur, notamment fixeur local, heureusement que moi je vis à Paris et en France. J'étais naturalisé en 2020, donc je suivais déjà l'avancée des talibans. Juste Marco nous demande, est-ce que c'est pas trop dangereux de retourner en Afghanistan? Il faut savoir que toi, avant août, tu étais déjà retourné. En Afghanistan, oui. Alors en fait, moi je suivais déjà l'avancée des talibans vers Mazar-e-Sharif, vers le nord d'Afghanistan. Donc tous les jours, moi je suis vraiment toujours connecté sur l'actualité afghane, notamment sur les réseaux sociaux. Je suis en contact je suis membre de l'association des journalistes afghans en Afghanistan. Je suis en contact avec des journalistes locaux. Donc je me suis dit, à un moment donné, en mars 2021, je me suis dit, bon, il me faut retourner en Afghanistan pour en parler, parce que je lisais aussi des articles d'autres journalistes qui étaient sur place. Bon, moi, je suis un Afghan, j'ai étudié en Afghanistan, là, j'ai vécu en Afghanistan, peut-être que je peux raconter ça encore mieux. Donc, tous les jours, je me suis dit, bon, si j'y vais ou pas, et j'ai pris la décision, je suis retourné en Afghanistan en mars 2021, pendant 3 mois, même 4 mois. J'ai fait un reportage aussi pour Arte, plusieurs reportages d'ailleurs pour plusieurs médias français et franco-allemands, un documentaire de 26 minutes pour Arte aussi, pour raconter en fait l'avancée des talibans, que la résistance en train de se créer en Afghanistan, à Mazar-e-Sharif, même les talibans ont été au port de Mazar-e-Sharif, on a vu ça, on est allé avec des soldats, avec des milices afghanes là-bas. Puis après, moi j'ai quitté l'Afghanistan fin juin 2021, puis après, comme j'ai publié beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, notamment pour les médias. Moi, j'étais correspondant aussi pour Mediapart, j'ai fait plusieurs articles et reportages, et j'étais contacté début août, à peu près 10 août, par France 2. Ils m'ont dit, Mortaza, est-ce que tu veux venir avec nous? On peut partir ensemble. Bon, moi, pour les médias français avec qui j'ai travaillé, plusieurs médias, depuis plus de 6 mois, moi, je jouais le rôle de fixeur, caméraman, droniste, un peu tout. Donc, oui, parce qu'il a aussi un drone, il ne l'a pas encore dit, et d'ailleurs, ce qui nous a permis aussi d'avoir des images assez incroyables, parce qu'on voulait aussi, c'était important pour nous de faire à la fois, de multiplier les écritures, de faire du reportage écrit, mais aussi de la photo, mais aussi de la vidéo, et on a, pour être au plus près du réel afghan. J'ajouterais sur le rôle du fixeur, de la fixeuse, ce sont vraiment des facilitateurs sur des terrains extrêmement compliqués, sur des champs de bataille, sur des zones de conflit. Ce sont des facilitateurs, mais ce sont aussi des balises de sécurité. C'est-à-dire que sur ces zones-là, voilà, tous les matins, on se faisait un brief, on va certainement en parler avec toi, mais de savoir est-ce que finalement, cet endroit où on veut aller, est-ce qu'on peut véritablement y aller? Est-ce que la situation sécuritaire a évolué? Ou est-ce qu'elle peut nous nuire? Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça aussi qu'il faut les visibiliser souvent. Dans beaucoup de rédactions occidentales, on ne les visibilise absolument pas, alors que ce sont... sans eux, vous n'arrivez pas à travailler, vous ne travaillez pas au plus près du réel. Et du coup, je précise que vous étiez donc sur ce même plateau, mais pour À l'air libre, il y a à peu près 1 mois. Et que donc, pour les gens qui voudraient revoir cette émission, puis il y a eu aussi, donc, évidemment, tous les articles, etc. Mais que voilà, là, le but, c'est vraiment de discuter de comment faire son métier en tant que journaliste. Et que, voilà, ceux qui sont intéressés par le fond de ce que vous racontez et de ce que vous avez vu et de ce que vous décrivez de là-bas, est aussi disponible sur Mediapart. On a une question de Len qui nous demande, est-ce que le fait de former un binôme femme-homme a compliqué ou facilité le reportage? Et les reportages, du coup. Alors, on est dans un pays qui est sous la chape talibane, sous la chape d'un extrémisme religieux très très dur, où de nouvelles lois ont été dictées là depuis leur prise de pouvoir, et notamment celle obligeant les femmes à être accompagnées de ce que l'on appelle un mahram, qui est un homme proche, un proche de la famille, et qui doit accompagner la femme dans l'espace public. Donc évidemment, le fait qu'on forme ce binôme-là nous a facilité le terrain, bien sûr, d'autant que
nos noms, nos prénoms font que automatiquement on nous assimile à Mortaza, un Afghan, moi à un Afghan musulman, et idem pour moi, au moins à une musulmane. Donc c'est pour eux encore plus important, si vous voulez, qu'il y ait par exemple cette équation-là, mahram, femme, qui soit réelle, même si elle ne l'est pas sur ce terrain-là. Ça nous a permis aussi de nous fondre en fait dans la population et pour bien travailler à la fois, je le disais, pour les conditions de sécurité, mais aussi pour être le plus efficace possible. C'était une excellente équation. Ouais, justement, Maminou nous demande qu'est-ce que ça fait en tant que femme qui a vécu dans un pays occidental d'enquêter en Afghanistan. Et on a une autre question de Pépino qui nous demande est-ce que vous avez dû porter le voile? Alors, peut-être la première question, là on peut y répondre tous les deux, Mortaza, parce que je pense que quelque chose qui est très important quand on va en Afghanistan et dans n'importe quel pays à travers le monde, et qui n'est notamment pas dans le bloc de l'Occident, c'est déjà de partir avec, on essaie de partir avec aucune œillère, et notamment les œillères occidentales, qui font que, bon, il y a quand même quantité de clichés, de stéréotypes, de préjugés sur ces régions du monde, et qui plus est lorsqu'elles sont musulmanes et souvent en proie à des extrémismes, je l'ai dit, religieux très, très forts. Donc nous, la première chose en tant que journaliste, attachée aussi à une déontologie très exigeante, c'est de ne pas arriver avec de quelconques œillères et ne pas arriver aussi avec des idées préconçues et des sujets préconçus. Nous, on savait sur quoi on voulait travailler. Il y avait comme ça des thématiques qui nous apparaissaient centrales, à la fois la situation humanitaire aujourd'hui. C'est un pays qui est en proie à la famine, famine dévastatrice, qui emporte des millions de personnes et notamment des enfants. On voulait aussi se concentrer donc sur cette question de la pauvreté, et puis surtout qu'est-ce que c'est aujourd'hui la vie sous les talibans et après 40 ans de guerre. Donc voilà, on avait ça, mais on savait pas qu'on allait rencontrer encore un tel. Il y a beaucoup de choses qui se sont improvisées, qui se sont créées au fur et à mesure de notre avancée. On a été saisis, évidemment, quand on arrive dans des pays comme ça, où c'est déjà compliqué de monter le reportage en lui-même, parce que le voyage est un périple en soi, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, mais on a été saisi un peu d'une boulimie, parce qu'on savait qu'on avait 15 jours, et ces 15 jours-là, on partait très très tôt le matin, on rentrait très très tard le soir. Dès qu'on pouvait envoyer des sujets, on les envoyait. On voulait revenir avec un maximum d'histoire, parce qu'aussi la rencontre avec le peuple afghan, il y avait une véritable urgence à documenter leur quotidien, qui est extrêmement éprouvant. C'est énormément de souffrance, énormément de violence. Certes, il y a eu une accoutumance à la violence ces 40 dernières années, mais malgré qu'elle soit devenue une habitude, elle n'est pas tolérable, et il faut bien sûr la documenter et la dénoncer. Ouais. Oui, alors déjà, quand on est sur place en Afghanistan, pendant les manifestations au début, en 4 septembre, il y a eu des femmes qui manifestaient. D'ailleurs, on a interviewé plusieurs Roshana, qu'elle est toujours, on ne sait pas où elle se cache. Donc moi, j'étais sur place le 4 septembre, la première manifestation des femmes afghanes. Moi, j'ai reçu un coup de crosse. Ils étaient en train de nous fouetter, les talibans, on dégageait les journalistes. D'ailleurs, moi, je suis un Afghan, ils me regardent mon visage, donc ils me tapent, bien sûr. Alors qu'en fait, les journalistes occidentaux, alors ils sont tranquilles d'un côté. Et puis après, on a aussi, ils nous cherchent après. Qui est lui? Bon, après, ils nous demandent, est-ce que vous avez autorisation ou pas? On montre l'autorisation qu'on a fait. Alors là, ils disent, bon, alors là, c'est pas original. Où est l'original? Donc, on fait chercher un problème. Et d'un côté, on était dans le taxi. Bon, on dit que oui, ça facilite d'être en binôme femme-homme, mais d'un côté, moi, je ne peux pas être à l'arrière du taxi à côté à une femme qui n'est pas mon mahram, qu'on n'a pas de relation, qui n'est pas ma femme ou ma soeur, tout. Donc, je dois être devant, sur le siège devant, et Rachida derrière. Chaque checkpoint, il faut expliquer, il faut montrer le papier. Parce que moi j'ai eu déjà un problème par rapport à ça. On était derrière, donc on a eu des problèmes avec les talibans, avec d'autres équipes télévision
Donc voilà, il faut s'adapter. Parce qu'une femme était entre deux hommes et ça, ce n'est pas accepté, à l'arrière d'un véhicule. Voilà, donc les talibans en train de charger sa calèche parce qu'en fait, on était une femme entre deux hommes. D'un côté, les talibans, les gens qui ont vécu dans les montagnes, qui ont vécu dans les déserts, ailleurs, aujourd'hui, on voit qu'en fait, ils sont équipés. Ils surveillent WhatsApp pour chercher les activistes, et pour chercher les fixeurs locaux. On a reçu des messages par les talibans, d'ailleurs anonymes, en voyant, alors, vous serez évacué vers je ne sais pas quel pays occidentaux, il faut venir dans tel endroit, à Mazar-e-Sharif, dans une autre ville, alors qu'en fait, ce sont des talibans, ce ne sont pas d'autres personnes. Parce qu'en fait, ils ont surveillent les WhatsApp, ils envoient des messages comme ça, anonymes, aux activistes, pour trouver des activistes, puis après, les arrêter, les assassiner. Oui, la répression est féroce, notamment à l'encontre des activistes de droits humains et en particulier celles et ceux qui militent pour les droits des femmes. Je dis c'est surtout même celles qui militent pour les droits des femmes parce que ce sont d'abord et avant tout des femmes. La deuxième question qui suivait, c'était la question du voile. C'est ça. Alors, évidemment que j'ai porté le voile pour des raisons professionnelles d'abord, pour pouvoir travailler en sécurité. Et comme je le disais tout à l'heure, me fondre dans la population, c'est un passeport aussi. Alors je n'ai pas porté la burqa. Après, il faut savoir qu'en Afghanistan, voilà, toutes les femmes sont voilées. Elles sont voilées très tôt. Les fillettes, elles sont voilées vers l'âge de 7-8 ans, parfois bien même avant, dès l'âge de 3 ans, selon les régions dans lesquelles on est. Donc nous, il se trouve qu'on a traversé plusieurs régions différentes de l'Afghanistan. C'était important aussi pour nous de sillonner, de ne pas rester aux grandes villes, mais d'aller dans les montagnes les plus hautes. Donc on a été à Kaboul, mais aussi dans la vallée de Bamiyan, qui est une vallée iconique parce que c'est là qu'on a dynamité les Bouddhas, les fameux Bouddhas. Il y a 20 ans, c'est les talibans qui ont dynamité ces Bouddhas-là. Et puis on a été également à l'ouest, à Herat, qui est une ville proche de la capitale, de la frontière iranienne. Et puis on a été dans le sud, à Kandahar, qui est le fief spirituel, historique des talibans. Alors là, c'est une expérience particulière pour moi en tant que femme, parce que c'est une ville extrêmement oppressante. Ici, toutes les femmes portent la burqa. Donc là, j'ai dû adopter, je portais un voile, laissant apparaître mes cheveux, notamment dans les montagnes de Bamiyan, où les femmes portent des voiles très très colorés. Ici, à Kandahar, voilà, j'ai dû m'adapter aux Usluku sans aller jusqu'à porter cette burqa, mais parce que très vite, on m'a fait ressentir que ce n'était pas normal qu'on voit mes yeux. Enfin, les hommes, en l'occurrence, parce que dans l'espace public, vous ne voyez que des hommes, vous voyez après, bien sûr, des femmes, mais elles sont toutes dans la burqa, donc vous ne devinez pas les regards qui sont les leurs. Mais même en adaptant et en durcissant mon port du voile, ça ne suffisait pas, et je me souviens notamment, on avait notre chauffeur qui était quelqu'un de très très fiable et vraiment quelqu'un qui nous a beaucoup soutenus aussi dans notre démarche de raconter ce pays-là. Bien, malgré lui, il a grandi dans cette oppression-là faite aux femmes. Et donc, lui, régulièrement, il ne me le disait pas à moi. D'abord, il ne me regardait pas dans les yeux, mais il disait à Mortaza, attention, elle a une mèche de cheveux qui dépasse, attention. Et je crois que pour lui, voilà, le fait qu'on voit mes yeux, c'était beaucoup, beaucoup trop. Et à Kandahar, les femmes, on les cache sous des burqas et on ne tolère pas de voir leurs yeux. D'ailleurs, en fait, c'est vrai qu'en fait, oui, il faut s'adapter. Toutes les femmes occidentales qui vont en Afghanistan, oui, ils portent le voile, aussi parfois l'abaya. On a vu des premières images, donc, mais aussi pour les hommes. Bon, moi, je ne parle pas des journalistes occidentaux, mais je parle de moi. Mon expérience. Bon, quand on est en Kandahar, il faut s'habiller, on a un habit traditionnel qu'on appelle Perantumban. Donc on porte Perantumban, sinon on fait des tirs. Il y a des professeurs afghans qui portaient une veste, un costume. En Afghanistan, ils ont reçu des tirs dans le pied. Parce qu'en fait, ils portaient un jean, par exemple. Donc, on n'a pas le droit de porter jean en Afghanistan en tant que, moi, en tant que journaliste, en tant qu'Afghan, d'ailleurs. Et puis après, voilà, à Kandahar encore, c'est difficile. Chaque ville est différente. À Bamiyan, c'est vrai qu'en fait, où les pays d'Azara, où voilà, les femmes, même parfois, laissaient tomber le foulard, aujourd'hui, c'est totalement changé le visage.
Et j'ajouterai 2 anecdotes d'ailleurs sur Kandahar. La première, c'est qu'on a travaillé justement sur la question de la drogue qui fait des ravages en Afghanistan, puisque l'Afghanistan est un narco-État, le premier producteur mondial de drogue, notamment d'opium, dont on tire l'héroïne. Et on s'est intéressé aux ravages que provoque cette drogue, à la fois sur la population, puisqu'on estime que 10% de la population afghane est dépendante, dont plus de 300 000 enfants. Et en même temps, cultiver l'opium, c'est un moyen de survie dans ce pays qui est l'un des plus pauvres au monde, l'un des plus vulnérables aujourd'hui, à cause de la guerre, des guerres, mais aussi à cause du dérèglement climatique, en fait, de la sécheresse qui fauche les récoltes. Donc on a suivi comme ça un cultivateur de pavots à Daman. On a également obtenu un accès qu'on a travaillé, surtout Mortaza, pour pouvoir accéder à la prison de Kandahar, qui est une prison que les talibans ont vidée, puisque jusqu'ici, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, elle était essentiellement pleine de talibans, donc ils ont vidé tous les talibans qui étaient à l'intérieur, et aujourd'hui ils la remplissent de toxicomanes, et ils les sèvrent par le fouet dans des conditions véritablement inhumaines. Et donc c'était important pour nous de montrer cela. Et on a interviewé le sous-directeur de la prison, qui est donc un taliban. Et c'était intéressant parce qu'on était dans son grand bureau, immense bureau, et il ne regardait ni moi, ni Mortaza. Parce que moi, je suis une femme, et Mortaza, c'est un Afghan originaire, issu de la minorité chiite, persécutée, qui est la minorité Hazara. Donc pour lui, qui était un Pashtun, c'était difficile de regarder également droit dans les yeux Mortaza. Et Mortaza, lui, le questionnait en dari, et lui répondait toujours en pashtun, alors qu'il maîtrise le dari. Donc voilà, ça c'est une scène, je trouve que c'est une anecdote qui en dit long, voilà, parce qu'aussi, et comme je le disais, on est dans ce fief extrêmement conservateur, où les femmes, elles ploient sous 2 rigidités extrêmes. Non seulement l'extrémisme religieux, mais aussi le Pashtunwali, qui est le code tribal des Pashtuns, et qui est vraiment quelque chose d'extrêmement rigide, qui empêche les femmes, qui interdit l'accès à l'éducation, à l'émancipation aux femmes. Donc là, on avait cette spécificité-là propre à ce Sud, et on l'a vu également en interviewant notamment une jeune femme dans un restaurant qui... Pour nous, ce ne serait pas un restaurant, en fait, ce sont des blocs, des box fermés par des rideaux. Et là, toutes les femmes, enfin, quelle que soit la femme qui se trouve dans le restaurant, qu'elle soit accompagnée par sa famille ou qu'elle soit accompagnée par d'autres femmes, tout le monde est isolé derrière les box, y compris les hommes. Eh bien, on a une question justement, sans trahir le secret des sources. Comment est-il possible de rencontrer des personnes telles que la féministe dont vous avez raconté le combat dans l'un de vos papiers ? Comment on rentre en contact Alors, c'est extrêmement difficile et dangereux d'envoyer des messages à ces gens-là aujourd'hui. À les gens que nous, on a interviewés, d'abord, en tant que journaliste afghan, et j'étais fixeur aussi sur place, je donne jamais les coordonnées aux gens, aux journalistes même parfois. Je ne donne pas aux journalistes occidentaux. Parce qu'en fait, voilà, comme je dis, en fait, les talibans sont équipés. Ils surveillent WhatsApp. Et d'ailleurs, j'ai envoyé des messages à nos personnages, à des gens qu'on a interviewés, des activistes comme Lorchana, et elle ne répond pas aujourd'hui. Sa maison où elle se cachait a été dévoilée. Il y a des activistes qui ont été arrêtés. Aujourd'hui, on ne sait pas où sont-elles. Donc, en fait, c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, parfois, oui, elles ont des comptes Twitter, comme une autre activiste, Wahida Amiri, il était dans la prison des talibans pendant des jours, elle était libérée, elle a fait un tweet énorme, elle a dit... Moi, j'étais dans la prison des talibans. Au moment où j'étais libéré, je ne sentais pas mes pieds, mes jambes. Alors qu'en fait, elle était très contente d'être libérée, voire retrouver sa famille après des dizaines de jours dans la prison des talibans, alors qu'en fait, elle manifestait dans la rue. Oui. Aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a des manifestantes, des activistes afghans qui sont toujours dans la prison. Donc, nous, on ne donne jamais les coordonnées, sauf si ils ont un compte Twitter. On donne les comptes Twitter. Voilà, suivez cet activiste, elle est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez parfois envoyer des messages via Twitter ou d'autres réseaux.
Mais bien sûr, voilà. Et ce que je disais, je crois que je l'avais expliqué d'ailleurs dans À l'air libre, Rorshana, pendant des jours, on ne savait pas si on allait pouvoir se voir ou pas se voir. Il était hors de question de la mettre en danger. Et quand bien même on avait un endroit sécurisé, safe, pour la rencontrer, pour se voir, jusqu'à la dernière minute, on n'était pas certain. Et c'est arrivé aussi pour d'autres personnes. Je pense aussi à ce jeune LGBT qu'on a rencontré, dont vous pourrez très bientôt découvrir l'histoire terrible sur Mediapart. Ce sont véritablement des personnes qui sont en danger aussi, en danger de mort. Donc il faut saluer, c'est un courage extraordinaire question pour juste parler. Ça, si je peux me permettre juste. Est-ce que donc c'est Alicia qui nous demande, est-ce que les gens qui vous parlent dans vos articles risquent quelque chose? Gardez-vous contact avec eux après? Avez-vous parlé aussi avec le pouvoir taliban? Avez-vous eu peur? Donc il y a plusieurs questions, mais sur la première, et c'était revenu parce que du coup je m'occupe des commentaires sur Mediapart, on avait eu pas mal de commentaires sur les vidéos. Est-ce que ces gens ne veulent pas être floutés? Est-ce qu'on ne les met pas en danger en mettant Bien leur sûr, visage? on a beaucoup insisté. Évidemment, pour nous, c'était d'abord la première priorité, c'était de les sécuriser, y compris dans leur témoignage à Mediapart. À chaque fois, et ça m'avait frappé, on en parlait souvent avec Mortaza, c'est que les gens, malgré tous les risques qu'ils encourent, ils disaient « je veux parler à visage découvert ». On avait beau dire « mais voilà, il y a ce danger-là », ils étaient prêts à le braver pour apparaître. Et je me souviens notamment aussi à Herat de cette mère de famille, où je me souviens aussi de l'hôpital de Kandahar, où là ce sont encore des femmes à chaque fois, puisque ce sont souvent les femmes qui portent les foyers, qui portent les enfants, qui portent ce quotidien extrêmement difficile. Elle nous tirait par le bras, elle me tirait par le bras pour que je les photographie. Elle me disait « prenez-moi en photo, prenez mon enfant qui est en train de crever de la famine en photo, montrez-les au monde entier ». Et c'était la même chose pour celles et ceux qui sont aujourd'hui réprimés pour leurs opinions, pour leurs idées, pour leur défense des droits humains. Donc d'abord, on explique aussi, quand je demande des interviews aux activistes, aux gens qu'on veut interviewer les talibans, on présente aussi notre média. Parfois, moi, je change le nom des médias quand je demande une interview aux talibans parce que c'est difficile de donner le site internet, de donner un lien. Moi, je ne donne pas le lien aux talibans, jamais. Ou parfois, je change le nom du média, je dis voilà, on a un média ailleurs. On dit on est French TV. Bon, French TV, il y en a plusieurs. Et d'un côté, les activistes. On présente bien qu'on est de ce média, on peut vous flouter, on peut, nos articles reportages sont en accès pour les abonnements parfois on peut même géolocaliser si on a une télé, qu'on bloquait l'Afghanistan pour une diffusion. Ça, c'est possible, qu'on a fait ça avec France Télévisions, France 2. Donc, on dit tout. Ça, c'est une possibilité. On peut même changer le prénom dans les articles. Donc là, parfois, elles veulent parler en visage découvert. Elles veulent donner leur prénom. Mais ce qu'ils ne veulent pas, oui, bien sûr, on protège vraiment nos sources à 100%. Et nous-mêmes aussi, les journalistes, parce que nous, on va retourner encore en Afghanistan, on va rencontrer ces gens-là, les talibans, on peut être en danger aussi. Et là, il y avait une question qui disait est-ce qu'on a rencontré des talibans? Je l'ai dit, oui, on a rencontré le sous-directeur de la prison qui est un dirigeant taliban. Évidemment, pour nous, on n'allait pas aller en Afghanistan et ne pas entrer en contact, ne pas rencontrer, ne pas interviewer les dirigeants talibans, mais aussi des soldats talibans, des combattants au premier checkpoint. Bien sûr, pour nous, c'était important aussi pour les rencontrer. D'ailleurs, ça, c'est un des prochains, parce qu'on a fait plusieurs reportages. Et là, on a raconter notre carnet de bord en plusieurs volets. Il y a 2 volets qui sont parus et il y en a un 3e là qui est à venir. Et le 3e notamment raconte la rencontre avec un jeune taliban qui incarne la nouvelle génération, la génération connectée, la génération qui a étudié dans les meilleures universités d'Afghanistan, les meilleures madrasas du Pakistan. Et en fait, il nous dit on a changé, puis on discute avec lui et au fur et à mesure de notre échange, on réalise qu'ils n'ont absolument pas changé, notamment sur la question des femmes, puisque déjà il me dit bon, j'accepte de vous parler, mais vous êtes une femme, si j'étais votre mari, si j'étais votre père, vous ne seriez pas là parce que vous n'avez rien à faire en Afghanistan, le travail abîme, vous devez être à la maison. Puis il nous a aussi sorti une théorie du chocolat, c'est-à-dire que vous avez, pour justifier le port de la burqa, il nous disait voilà, vous avez le choix entre 2 tablettes de chocolat, l'une est emballée, l'autre n'est pas emballée, laquelle vous choisissez. Et donc ça
montre aussi à quel point les femmes sont pour eux réduites à un objet comestible. Donc c'est assez terrible, mais c'était important. Et ce jeune soldat incarne vraiment l'avenir du mouvement. C'est un jeune de la Badri 313, qui est une unité spéciale. Ce sont les forces spéciales talibanes qui sont auréolées d'une certaine gloire, etc. Et il se trouve qu'il a pris un poste aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Il est chargé de la lutte contre le terrorisme. Donc il a vraiment un haut poste. Et on en a raconté plein d'autres. D'ailleurs, c'est lui qui m'envoie des messages toutes les semaines et il me demande un visa pour la France. Ah ouais. Bon, moi j'ai dit, c'est incroyable en fait. Même les talibans veulent partir. Ils me demandent, alors vous parlez de droits de l'homme chez vous en France, montrez-moi là. Donnez-moi un visa, je viens en France pour voir votre droit de l'homme. Il n'arrête pas. Il est allé au bureau de passeport alors que le bureau de passeport est fermé pendant des semaines à Kaboul. Il y a des milliers de gens qui sont en train de partir d'Afghanistan, on va fuir le pays. Alors le jeune taliban il dit, pas de problème, moi, je vais avoir un passeport en 1 heure. Il est allé chercher un passeport au bureau de passeport en 1 heure et m'envoie une copie de passeport. Je veux un visa pour la France. Moi, je réponds pas. Ouais, c'est incroyable. Et puis c'est assez paradoxal. Je me rappelle justement de ce dont tu parlais, le garde des statues là, qui est en bas, donc qui est un taliban, et ils veulent quand même parler. Ils veulent quand même donner. Mais bien sûr. Alors non, ils veulent vraiment. C'est très important pour eux de communiquer. Ils veulent montrer aussi que normaliser, en somme. Bien sûr, il y a cette recherche de la normalisation et puis cette recherche d'être reconnu comme un régime à part entière, normal à travers le monde. C'est vraiment quelque chose. Une de leurs visées, et ils veulent aussi montrer que voilà, ils ont apporté la paix et la sécurité dans leur pays. Il se trouve que ici, eux, ils la doublent de la charia, de l'application stricte de la loi islamique, mais ils disent voilà, on a apporté la paix, on a apporté la stabilité. Maintenant, il faut que l'Occident débloque l'aide internationale, parce que l'Afghanistan est un pays biberonné par les aides internationales. Sans les aides internationales, c'est pas un pays qui finit de s'écrouler, qui est déjà à genoux. Par ailleurs, ils demandent aussi le déblocage des fonds, puisqu'il y a les fonds afghans qui ont été gelés, notamment par les États-Unis. Donc eux, ils disent voilà, et puis ils vous expliquent qu'ils ont tout fait selon la charia pour donner des droits aux femmes, des droits notamment à l'éducation, qu'ils ne répriment absolument pas, et que parfois s'ils répriment, c'est parce qu'il faut réprimer certaines personnes qui ne leur conviennent pas ou qui ne conviennent pas à leur cadre taliban. Et je me souviens notamment de celui qui nous expliquait que c'était normal de pendre sur la place publique sous les vivas 4 hommes accusés de rapt à Hérat. Voilà. Donc il nous disait c'est normal, il faut décourager les criminels. Et comment on les décourage ? En exécutant en public par une pendaison des hommes accusés d'un rapt. Et il se trouve que nous, c'était important de les interroger à la fois sur leur conception du pouvoir, leur conception de la femme, leur conception aussi de leur rapport à l'Occident, et puis leur rapport aussi à ces guerres, en fait, parce qu'ils ont été des acteurs majeurs, évidemment, mais eux, ils se placent aussi souvent en victime, en victime de la première occupation, l'occupation soviétique, puis ensuite l'occupation américaine. Du coup, j'ai une question de Karim qui demande comment avez-vous fait pour arriver jusque-là, malgré les risques? Est-ce qu'on prend un billet d'avion Paris-Kaboul ou comment je pense que c'est d'ailleurs une des questions par lesquelles on aurait dû commencer. Alors nous, on a commencé plusieurs réunions de sécurité ici à Mediapart, quel chemin il faut prendre et quel avion. Donc on a vraiment pas de choix. On a un seul avion qui part vers Kaboul de Dubaï, qui est sur la liste noire. C'est un avion assez vieux. Bon, on a peur vraiment de ce trajet. Bon, on part de Paris. Déjà, on prépare pour est-ce qu'on prend des gilets pare-balles ou pas? Est-ce qu'on prend les téléphones satellites ou pas? Est-ce qu'on prend aussi des trackers ou pas? Vous en avez pris ou pas? En fait, gilets pare-balles, tout ça, parce que les talibans, ils n'aiment pas. Donc, ils n'aiment pas les journalistes occidentaux avec des gilets pare-balles. Parce qu'ils considèrent le pays... Voilà, en sécurité. C'est ça que vous disiez à chaque fois. C'est beaucoup basé aussi sur l'expérience de Mortaza, puisque entre août et janvier, le moment où on part, il a déjà effectué 6-7 voyages, 7 allers-retours. Donc on s'est aussi basé sur son expérience sécuritaire sur le terrain. Alors, donc on n'a pas pris gilet pare-balles, mais quand même on a pris un tracker, un groupe signal on a créé, on envoie des messages tout le temps quand on part d'hôtel, quand on rentre à l'hôtel, on envoie notre géolocalisation où on est, le nombre de
de l'endroit. Et d'ailleurs aussi, on achète nos billets d'avion de Paris, bon, on va là-bas. Et on prépare, d'abord, on va au ministère des Affaires étrangères des talibans, on demande une autorisation. De toute façon, il faut prendre un thé avec les talibans pour avoir une autorisation. Il faut raconter qu'est-ce qu'on va faire aussi. Donc, ils donnent des dates parfois, limite, voilà, où vous êtes là de quand à quand, donc ils nous donnent une autorisation. Plus une autorisation, il faut demander dans chaque ville une autre autorisation des autorités locales. Et donc, on demande les interviews, parfois ça marche, parfois ils nous donnent un rendez-vous le lendemain, mais parfois ils disent, ils nous plantent. Il n'est pas là, il est parti à la frontière. Donc, voilà. Il est malade, on a eu droit, il est malade. Oh, il est malade. Donc c'est vraiment toute une organisation. Hein. On prend les chemins. En allant vers Bamiyan, il y avait 2 chemins. Un chemin qui est plus court, un autre chemin qui est un peu long mais sécurisé. Et l'avion a eu tellement de retard à cause de la neige, cet avion sur liste noire, notamment en Europe, c'est une compagnie qui ne peut pas voyager en Europe, a eu un tel retard à cause de la neige qu'on est arrivé avec beaucoup de retard et du coup ça nous a retardé et on s'est dit bon, on a pesé le risque sécuritaire de rouler de nuit et on s'est dit, comme on était avec Ahmed Chakib, qu'on salue, puisque c'est vraiment quelqu'un de génial qui nous a conduit justement jusqu'à Bamiyan et qui est un jeune Afghan qui a été chauffeur notamment d'une députée qui a été longtemps menacée, qui est aujourd'hui exilée en Europe. Mais Ahmed Chakib, c'est lui qui nous a conduits. On a pris son avis, on a pris celui évidemment de Mortaza et on s'est dit, bon, on le tente parce qu'on avait rendez-vous le lendemain dans les montagnes très haut perchées avec une équipe mobile de l'UNICEF qui part soigner dans des villages extrêmement reculés la population qui n'a quasiment pas accès à la santé. Donc c'était important pour nous qu'on ne rate pas ce reportage, mais on n'aurait évidemment pas mis en danger nos vies aussi pour un reportage. Mais du coup, on a roulé de nuit et bon, on n'a pas eu... Je dis souvent que la difficulté qu'on a eue durant ce séjour, notre plus grande ennemie, ça a été la neige. Oui, parce qu'il neigeait énormément, tout était du coup soit ralenti, soit repoussé. On a dû mettre des chaînes donc dans les montagnes vers Bamiyan, on s'est arrêté, c'était nuit, donc il n'y avait personne. On voit dans le noir, il y a 2 personnes armées en train de marcher vers nous. On est en train de mettre les chaînes, donc c'était les talibans, ils voulaient savoir qui nous sommes. On a présenté, il a dit ok, très bien, ils sont partis. Et ils étaient en train de mettre les chaînes aussi. Donc nous, on a fait ça, mais c'était vraiment... C'est un trajet pas facile. Oui, et puis un trajet pas facile. Et pour en revenir aux talibans, aussi souvent, c'est pour dire, voilà, l'État aujourd'hui du pays, souvent ils nous demandaient eux-mêmes de leur payer le gasoil. Oui. Parce qu'ils n'avaient plus... pas d'argent pour patrouiller, pas d'argent pour manger. Donc, eux-mêmes sont frappés, d'abord parce que le mouvement ne les paye pas, ils ne reçoivent pas de salaire, mais en plus, ils n'ont même pas les moyens pour travailler. Ouais, d'ailleurs, aux visites de Bouddha de Bamiyan, ils font visiter les talibans et ils demandaient, alors pour les Afghans c'est 50 centimes, pour les étrangers c'est équivalent de 5 €. Donc il dit, non, c'est pas de tes poches, il faut payer comme les étrangers. On nous paye tel d'argent. Et il demande vraiment comme ça. Et puis après à la fin il dit, alors on va manger, on va dîner quand même, vous nous payez notre dîner. Donc, il nous demande tout le temps l'argent, alors qu'en fait, il parle de la corruption de l'ancien gouvernement. Mais justement, il y a une question là de Clairette qui demande, avec la famine dans le pays, comment vous procuriez à manger? Est-ce que c'est la famine pour tout le monde dans ce pays? Est-ce que les talibans, justement, c'est un peu ce que tu disais, est-ce que eux, ils vont bien, ou justement, est-ce qu'ils sont obligés de quémander à des journalistes? Alors moi j'ai depuis 6 mois, il y a une distribution de WFP, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, non c'est pas l'OMS, c'est le PAM, Programme mondial alimentaire. Donc des Nations Unies, ils distribuent de la farine, de l'huile, d'autres choses. Donc aux Afghans vraiment en besoin, que les sacs de farine viennent un peu de partout. Donc souvent en fait ce sont des talibans sur la liste déjà. Ce ne sont pas des Afghans vraiment qui sont aujourd'hui menacés par la famine, des enfants, on voit ça, les hôpitaux sont saturés, alors que moi j'ai vu dans plusieurs distributions à Kaboul, à Bamiyan, ailleurs, ce sont des talibans offrants parce qu'en fait voilà, c'est eux qui sont sur la liste par des représentants du quartier. Bon, qui sont les représentants du quartier? Ce sont des talibans aujourd'hui, ils sont changés. On voit très peu de gens qui sont vraiment menacés par la famine, alors qu'en fait les talibans ils viennent chercher de l'aide
D'ailleurs, ancienne réunion, il y a la réunion précédente avec le représentant américain pour l'Afghanistan, en Ouest, en Turquie, avec le ministre des Affaires étrangères taliban. Il disait en fait les 3,5 milliards de dollars débloqués pour l'Afghanistan, il ne faut pas donner aux associations, il faut donner aux talibans. La famine, oui, elle fait des ravages. Hein. On l'a vu, hein, nous, c'est d'ailleurs des images qui nous ont marqués, qui nous marquent encore. Hein. Mortaza l'a dit, c'est plus de la moitié de la population, c'est 23 millions de personnes qui sont menacées par la famine cet hiver, selon l'ONU, dont la moitié sont des enfants. Donc elle est véritablement réelle. Et ça, nous, on l'a vu. D'abord, on a été dans des coins où parfois il n'y avait que du pain et du thé. C'était le seul repas, et nous-mêmes, du coup, c'était notre repas. Mais on n'allait pas se plaindre. Eux, c'est tous les jours que c'est ce repas-là. Nous, on est ici de retour à Paris dans des conditions confortables. Donc oui, la famine, elle frappe et elle tue. Aujourd'hui en Afghanistan, à Herat, on a assisté à des émeutes pour manger. Des femmes en ont laissé tomber leur burqa pour se bousculer aux portes de l'administration talibane et obtenir un minimum d'aide alimentaire. À Kandahar, à l'hôpital, on a vu des enfants au bord de la mort à cause de la famine. C'est une réalité, oui. Alors nous, on est là et quelque part, le fait d'être là pour témoigner, pour raconter cela, ça nous permet aussi d'évacuer ces souffrances-là, parce que c'est de la souffrance aussi de voir tous ces gens ne pas pouvoir vivre et manger à leur faim. D'ailleurs, en fait, les anciens employés du gouvernement, ancien gouvernement afghan, qui avaient un travail avant, les journalistes qui avaient un travail avant, présentateurs télé. Aujourd'hui, ils cherchent une brouette et ils vont transporter des choses dans les rues. Alors qu'en fait, ils ne gagnent même pas 50 centimes par jour. Donc en fait, ils cherchent. J'ai vu un collègue journaliste afghan qui travaillait dans une télé assez connue en Afghanistan. Aujourd'hui, il a une brouette en train de transporter des choses dans les rues de Kaboul. Ouais, et puis à Kaboul, vous voyez aussi des scènes, on en a beaucoup vu à Kaboul, mais aussi dans d'autres villes. Il y a des scènes où des femmes, des enfants, des hommes se battent pour une galette de pain qui sort de chez le boulanger, une galette de pain gratuite. Parce qu'ils n'ont pas 0,8 centimes pour payer cette galette de pain. On arrive bientôt à la fin. On va poser quelques questions encore. Il y a Julie qui demande comment pensez-vous continuer à suivre l'actualité afghane dans les mois à venir, alors que la guerre en Ukraine doit forcément occuper beaucoup de temps. Quelles sont les suites on va continuer déjà qu'il y avait plusieurs articles qui arrivaient. D'abord, il y a plusieurs articles encore qui arrivent. Hein. On n'a pas terminé de vous raconter tout ce qu'on a rencontré, ramené d'Afghanistan. Évidemment qu'on va faire un suivi sur la durée. On ne va pas laisser tomber dans l'oubli l'Afghanistan. Et d'ailleurs, notre démarche à moi et Mortaza, en allant en Afghanistan, c'était déjà de lutter contre l'oubli, éviter que ce pays sombre dans l'oubli, balayé par une actualité absolument dense. Et l'Ukraine, on peut couvrir l'Ukraine et couvrir l'Afghanistan. On peut, même si on a un petit service à l'international, évidemment qu'on ne va pas laisser sombrer dans l'oubli l'Afghanistan. Et il faut aussi chercher, en fait, moi je dis tout le temps ça, on ne peut pas comprendre la réalité vraiment sans les reporters locaux. Les journalistes locaux. Aujourd'hui, on a beaucoup de journalistes locaux en Afghanistan qui deviennent fixeurs. Alors qu'en fait, ils communiquent aussi sur les réseaux sociaux. On a aussi beaucoup de journalistes ukrainiens. Aujourd'hui, ils deviennent fixeurs pour les Occidentaux. Alors qu'on ne parle jamais d'eux. Ils sont restés en Ukraine pour aider les journalistes français. Ouais. Et ils étaient tués. On ne parle jamais d'eux. Donc, en fait, aujourd'hui, on a besoin aussi d'entendre les journalistes locaux qui sont sur place, qui communiquent en anglais, qui parfois communiquent en français. Moi, depuis la France, je communique en français sur l'actualité afghane depuis des années, depuis que je suis là en France, depuis 2015. Donc, on a vraiment besoin d'entendre aussi les journalistes locaux pour comprendre vraiment ce qui se passe dans cet endroit-là, en Afghanistan, en Ukraine, en Syrie, au Yémen. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, Mortaza, c'est qu'on a vu, c'est un phénomène qu'on retrouve, qu'on a retrouvé en Syrie, qu'on a retrouvé aussi en Égypte quand Hosni Moubarak est tombé sur la place, Tahrir a été déchu par le peuple. C'est un phénomène qu'on a retrouvé aussi dans plein d'endroits comme ça, du monde musulman en particulier, parce que c'est celui sur lequel je travaille beaucoup, où des citoyens aussi sont devenus
journaliste à l'aune de ces conflits, de ces guerres, de ces crises. Et c'est le cas aussi, on le voit aujourd'hui en Ukraine. Souvent, ils deviennent d'abord fixeurs et puis ensuite, ça devient des reporters citoyens. On essaie d'aller rapidement. Il y en a encore quelques-unes. Merci pour votre travail et d'être allé là-bas pour témoigner de cette situation. Courage à vous, journalistes aussi. Quelle mobilisation possible en France et comment faire pour justement faire entendre ces voix en France? Il faut en parler. En partageant les articles, l'actualité, sur le reportage qu'on fait, nous, en partageant sur les réseaux sociaux, d'en parler aussi aux gens. On a beaucoup d'Afghans, beaucoup de réfugiés qui arrivent aujourd'hui en France, n'importe, l'Ukraine, Syrie, l'Afghanistan, d'autres. Moi j'étais accueilli dans 2 familles françaises en France. Donc on peut les accueillir chez nous. On a une chambre libre, peut-être, on peut donner une info seulement sur une association qui peut les héberger, soit sur l'actualité, comme je dis, en fait, on peut en parler ou partager sur les réseaux. Donc c'est comme ça qu'on peut vraiment aider les Afghans et que la communauté internationale bouge. Aider les Afghans, les enfants qui sont menacés de la famine aujourd'hui, qu'on en parle moins parce que voilà, il y a une autre crise encore. On va avoir encore une crise. L'immigration existe toujours. On va avoir encore des réfugiés climatiques, d'autres on a déjà. Donc voilà. Puis je me rappelle dans À l'air libre, il y a un mois, vous étiez tous les deux justement, où tu racontais que quand tu es arrivé en France, tu avais vu les articles sur l'immigration et toi-même tu avais peur de ce qu'ils racontaient. Tu ne te reconnaissais pas dans ce qui était raconté, quoi. C'est ça en fait. À moi, ça me fait peur ça. Et je me suis dit, comment en fait aujourd'hui on traite le sujet de l'immigration en France? Quand ils parlent, jamais des réfugiés. Il faut donner la parole aux réfugiés ukrainiens aujourd'hui qui arrivent en France. Comment ils ont vécu chez eux. Aujourd'hui, quelle est la suite? On parle, Marlène Schiappa, secrétaire d'État, elle a dit qu'en fait, ce sont des déplacés et non des réfugiés. C'est honteux. Oui, c'est intéressant que tu soulignes cela. Et moi, je vois récemment des Afghans ou même des Irakiens avec lesquels j'ai échangé, et suite à ce qui se produit aujourd'hui, cette guerre en Ukraine, qui étaient choqués, scandalisés de voir que combien dans la sphère politique et médiatique, ils pouvaient être considérés comme des sous-réfugiés parce que Afghans, on a vu une espèce de racisme totalement décomplexé sur les chaînes, à la fois ici en France, mais aussi aux États-Unis, disant bon, mais là, ce sont des Ukrainiens, ils nous ressemblent. C'est pas comme les Afghans ou les Irakiens. Ça répond parfaitement. Donc ils sont vraiment très choqués et puis en total soutien aussi de ce qui se produit en Ukraine, évidemment. Ça répond parfaitement à la question qui était posée par Alba, qui était quelles sont les différences entre nos rapports aux réfugiés afghans et notre rapport aux réfugiés ukrainiens. Et justement, ce plateau-ci touche à sa fin, mais ça me fait une transition parfaite parce que juste dans 5 minutes, on va avoir donc Anna Ferrer qui va prendre ma place pour un autre plateau sur la situation en Ukraine. Merci beaucoup à vous deux. Merci Rachida et merci Mortaza. Et merci à toi. Et on vous lit dans Mediapart. Restez donc connectés pour le prochain plateau, donc comme je le disais sur l'Ukraine. On se retrouve dans 3 minutes et vous pouvez commencer dès à présent à poser vos questions aux journalistes. Merci beaucoup et à très bientôt.